Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. Le marché du travail actuel, c'est vrai que ça peut ressembler à un sacré dédale, hein. Plein d'opportunités, mais aussi pas mal d'incertitudes. C'est clair. Pas toujours facile de savoir où donner de la tête. Exactement. Alors, la question qu'on va creuser ensemble, c'est comment on fait pour s'y retrouver? Plus précisément, comment les professionnels de l'orientation, les conseillers en insertion professionnelle, les fameux CIP, comment ils font pour repérer les secteurs qui, eux, ont le vent en poupe? C'est une excellente question. Donc, notre sujet, identifier les secteurs économiques en croissance, pourquoi c'est si important de les repérer, et surtout, quelles méthodes concrètes ils utilisent. Hmm. Pour ça, on va regarder de plus près un guide fait pour eux, pour les CIP. Et c'est une vraie mine d'or apparemment. Plein de stratégies, de méthodes, d'exemples concrets. L'idée, c'est d'en extraire la substance, pour comprendre un peu mieux ce qui façonne le travail de demain. Tout à fait. Et l'intérêt ici, c'est vraiment d'aller au-delà des gros titres, des annonces un peu spectaculaires qu'on entend parfois. Oui, On va plonger dans les méthodes d'analyse de fond, celles que les experts utilisent pour lire entre les lignes des chiffres, des tendances, comprendre non seulement quel secteur monte, mais aussi pourquoi. et ce que ça implique, j'imagine? Exactement. Ce que ça signifie pour les compétences recherchées, pour les parcours pro. En gros, notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter ensemble ces dynamiques pour mieux naviguer dans ce paysage qui bouge tout le temps. Super programme. Alors, pour commencer, pourquoi? Pourquoi c'est si fondamental pour ces conseillers, et finalement pour tout le monde, de savoir repérer ces fameux secteurs porteurs? Le guide insiste pas mal là-dessus, non? Oui, c'est vraiment le point de départ. Le guide met en lumière trois raisons principales. C'est pas juste pour le plaisir de l'analyse, c'est très pratique. D'accord. La première raison, c'est l'anticipation. Anticiper les tendances du marché. Les secteurs en croissance, c'est souvent là qu'on voit le mieux les grandes transformations. Économiques, technologiques, écologiques, sociétales même. Comme un baromètre en quelque sorte? C'est un peu ça, oui, un baromètre des changements de fond. Pensez à la transition écologique ou à la révolution numérique. Ce sont des moteurs énormes de création, mais aussi de transformation d'emploi. Identifier ces secteurs, c'est déjà comprendre une partie de ces mouvements. Oui, cette idée d'anticiper, elle est clé. Ne pas juste subir, mais essayer de voir où ça va. Et la deuxième raison, elle découle de ça, j'imagine? Logiquement, oui. La deuxième raison, c'est l'adaptation. Adapter les formations, les compétences. Si on arrive à identifier les métiers qui seront demandés demain, on peut mieux orienter les gens. Vers des formations qui servent vraiment. Exactement. Vers des parcours qui offrent de vraies chances d'emploi. C'est essentiel pour éviter les voies sans issue et pour que l'argent investi dans la formation, que ce soit par la personne ou par la collectivité, soit bien utilisé. Il faut aligner l'offre de compétences sur la demande future du marché. Ce qui, logiquement, augmente les chances de trouver un job ou de réussir sa reconversion. Et la troisième raison? La troisième, elle concerne la compréhension plus fine des besoins des entreprises. Celles qui recrutent, bien sûr. Ah oui, En sachant quel secteur tourne à plein régime, on repère aussi les employeurs qui cherchent du monde. Ça permet aux conseillers de cibler leurs actions, de créer des liens avec les bonnes boîtes, localement ou même au niveau national. Et donc de faciliter la rencontre entre ceux qui cherchent un emploi et ceux qui en proposent. C'est vraiment un travail de mise en relation. anticiper, adapter, connecter. Oui, ça montre bien l'aspect stratégique de la chose. Bon, alors, la question qui brûle les lèvres. Comment on fait? Concrètement, quelles sont les méthodes que le guide recommande pour dénicher ces secteurs en croissance? Alors, le guide propose une approche assez complète, en fait. Plusieurs méthodes qui se complètent. La première, c'est l'analyse rigoureuse des données économiques. Le côté chiffre, quoi. Les stats. Voilà, regardez les rapports sur le marché du travail, les études sectorielles détaillées, les statistiques d'emploi, les sources comme l'INSEE, bien sûr, l'Institut national de la statistique ou les données de France Travail sont incontournables pour ça, pour avoir une vue d'ensemble, macro et sectorielle qui soit fiable. Et pour illustrer ça, le guide donne un exemple assez parlant, non? Une étude qui montrait Oui, une croissance de 15% dans les technologies de l'info sur les 2 dernières années. ah oui, 15% quand même, ça marque. Ça montre bien une dynamique forte, mesurable. Tout à fait. Ces chiffres, c'est la base solide. Mais ça ne dit pas tout, évidemment. Non, c'est pour ça que la deuxième méthode est super importante aussi, c'est l'observation locale et régionale. Le terrain. Le terrain, exactement. L'économie, elle ne fonctionne pas pareil partout. Chaque territoire a ses spécificités. Donc, un conseiller doit être super attentif à ce qui se passe autour de lui, dans son bassin d'emploi, quelle boîte s'installe, quel grand projet démarre.
C'est quoi l'ADN économique du coin? Oui, l'importance du local. L'exemple du guide est très concret là-dessus. L'arrivée d'une nouvelle zone industrielle ou d'une plateforme logistique, C'est ça. ça va tout de suite créer des besoins en transport, en manutention, en gestion de stock. C'est une info locale, mais avec un impact direct sur l'emploi, très vite. Précisément. Cette connaissance fine du tissu local, elle est indispensable et souvent, elle est nourrie par la troisième méthode, la consultation directe des professionnels. Parler aux gens, en gros. Voilà. Parler aux employeurs, aux RH, aux représentants des branches pro, aux chambres de commerce. Eux, ils sont sur le terrain tous les jours. Ils peuvent partager leurs plans de recrutement, leurs difficultés aussi, leurs besoins en compétences très spécifiques. Rien ne remplace ce dialogue direct. Le guide cite d'ailleurs l'utilité des forums pour l'emploi ou des salons pro. C'est vrai qu'en voyant quels stands attirent du monde, quels postes sont affichés partout, Oui. on sent bien où ça bouge, quel secteur recrute à fond. C'est une info plus qualitative, mais très riche. Elle complète bien les chiffres et l'observation locale. Finalement, ce trio données, terrain, dialogue, ça a l'air d'être une base vraiment solide. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de croiser les sources, de croiser les méthodes pour avoir une vision la plus complète, la plus nuancée possible. Aucune méthode ne suffit à elle seule. C'est leur combinaison qui permet de repérer plus sûrement les vrais gisements d'emploi et les compétences qui auront de l'avenir. Très clair. Alors maintenant qu'on a les méthodes, quels sont les secteurs qui ressortent en ce moment? Selon le guide, où faut-il regarder en priorité? Quels domaines sont particulièrement dynamiques? Alors, le guide met en avant 3 grands domaines qui montrent des signes de croissance forte et surtout de gros besoins en recrutement. Le premier, bon, c'est pas une énorme surprise, les technologies de l'information et de la communication. Les fameuses TIC. Le numérique, quoi. Le numérique, oui. La transformation digitale, elle touche absolument tout. L'économie, la société. Et dans ce secteur, quels profils sont les plus recherchés? C'est large, j'imagine? C'est très large et la demande est forte. Bien sûr, on pense aux développeurs, web et logiciels. Ils sont indispensables pour créer et faire tourner tous les outils numériques. Mais il y a aussi une explosion des besoins en cybersécurité. Ah oui, ça c'est crucial maintenant. C'est devenu critique pour tout le monde. Et puis, il ne faut pas oublier les spécialistes des données, les data scientists, les data analystes, ceux qui aident les entreprises à comprendre et à utiliser l'énorme masse d'infos qu'on a maintenant pour prendre de meilleures décisions. C'est plus que des techniciens, ça transforme vraiment beaucoup de métiers. C'est vrai que c'est un secteur immense. Quel est le deuxième domaine mis en avant? Le deuxième grand secteur, c'est celui des énergies renouvelables. Et plus largement, tout ce qui touche à la transition écologique. Là aussi, c'est un moteur de croissance très important, poussé par les enjeux environnementaux et les politiques publiques. Ça ouvre des portes dans plein de métiers différents. On pense tout de suite à l'éolien, au solaire. Oui, bien sûr, installer et maintenir des éoliennes ou des panneaux solaires, c'est des exemples évidents. Mais c'est beaucoup plus vaste. Il y a aussi tout ce qui concerne l'efficacité énergétique des bâtiments, la rénovation, l'isolation. La mobilité aussi? La mobilité durable, oui, les véhicules électriques, les bornes de recharge, la gestion des déchets, l'économie circulaire, le développement de nouvelles technologies vertes. En fait, c'est tout un écosystème qui se met en place et qui a besoin de monde. Et le troisième secteur porteur, d'après le guide? Le troisième, c'est le domaine de la santé et des services à la personne, en incluant le secteur social. Plusieurs choses expliquent cette dynamique, notamment le vieillissement de la population dans beaucoup de pays comme la France. Ça crée une demande de plus en plus forte de soins et d'accompagnement. Quels sont les besoins spécifiques là-dedans? Ils sont énormes pour les professionnels des soins à domicile, les aides-soignants, les infirmiers, surtout dans les structures pour personnes âgées. Mais il y a aussi une demande qui grimpe dans le domaine de la santé mentale, psychologues, éducateurs spécialisés. Le prendre soin, en général. Voilà, tous les métiers du care, du prendre soin. C'est un secteur qui offre des emplois durables parce qu'il répond à des besoins de société fondamentaux. TIC, énergie renouvelable, santé sociale. 3 grands domaines, effectivement porteurs. Et pour que ce soit encore plus concret, le guide donne des exemples de réussite, de parcours qui ont fonctionné. Oui, et ça c'est vraiment bien dans ce guide. Il ne fait pas que lister de secteurs, il montre l'impact que ça peut avoir une bonne orientation vers ces domaines. Il y a l'exemple d'une personne qui a été informée des opportunités dans le développement web. On est dans l'éthique. Oui, Elle a suivi une formation spécifique et résultat, elle a été embauchée comme développeuse junior dans une start-up de sa région. ça illustre parfaitement le lien. Repérer le besoin, former la personne et hop, l'accès à l'emploi. Ça montre aussi que la reconversion vers ces métiers, c'est possible. Absolument.
Et un autre exemple, c'est dans les énergies renouvelables. Une personne qui était attirée par ça a été orientée vers une formation qualifiante pour installer des panneaux photovoltaïques. D'accord. Et à la fin de sa formation, elle a trouvé un boulot dans une entreprise spécialisée en pleine croissance. Là encore, on voit comment une info pertinente sur un secteur porteur, avec un bon accompagnement et la bonne formation, ça peut vraiment ouvrir des portes et sécuriser un parcours pro. Ces histoires, c'est important, ça rend l'analyse plus humaine, plus motivante aussi. Oui, ça donne du sens à toutes ces données, ces analyses. Et ça nous amène logiquement à un point essentiel que le guide aborde, la fiabilité des sources d'infos. Parce que pour faire une bonne analyse, il faut de bonnes données. Comment on s'assure de la qualité de ce qu'on utilise? Ah, ça c'est fondamental. Une analyse qui repose sur des infos fausses ou biaisées, ça peut mener à de très mauvaises décisions, avec des conséquences parfois lourdes pour les personnes qu'on accompagne. Donc le guide insiste énormément là-dessus, s'appuyer sur des sources fiables et garder un esprit critique. Toujours. Il liste d'ailleurs pas mal de types de sources considérées comme crédibles. Quelles sont ces grandes catégories de sources fiables? Alors, il y a d'abord les grands organismes statistiques. C'est vraiment la base pour l'analyse quantitative. En France, l'INSEE, c'est la référence absolue pour les données économiques et sociales. La Banque de France aussi, avec son portail Webstat, donne des infos financières, conjoncturelles, très utiles. Et au niveau européen? Au niveau européen, c'est Eurostat, l'office statistique de l'UE, indispensable pour comparer les pays, avoir des données harmonisées. Et plus large encore, au niveau mondial? Au niveau mondial, on a des institutions comme l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et aussi la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est moins connue du grand public, mais très importante pour la coopération entre banques centrales et la stabilité financière. Toutes ces organisations publient régulièrement des données, des analyses, des prévisions économiques globales. Ça donne une perspective essentielle sur les grandes tendances mondiales. D'accord. Et en France, à part l'INSEE et la Banque de France? Il y a les sources gouvernementales directes, le ministère de l'économie bien sûr, et aussi ce qu'on appelle les services statistiques ministériels, les SSM. Il y en a 16, chacun spécialisé dans un domaine, agriculture, transport, éducation. Ah oui. Oui, par exemple la DARES pour les stats sur l'emploi, la formation, ou le CECI pour l'industrie. Ce sont des données officielles, souvent très précises. Et au-delà des chiffres officiels, est-ce qu'il y a d'autres types de sources qui sont recommandées? Oui, le guide mentionne aussi des organismes de recherche et de prévision économique, par exemple l'OFC, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Ils sont connus pour leurs analyses indépendantes sur l'économie française internationale. Il y a aussi l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, qui est peut-être plus orienté syndicalement, mais qui produit des études très fouillées sur le travail, l'emploi. Ces organismes apportent souvent un regard un peu différent, plus qualitatif, parfois plus critique. C'est intéressant. Et les médias dans tout ça? La presse? Oui, ils ont leur rôle à jouer. La presse économique spécialisée comme Les Échos, La Tribune, Challenge, c'est une source d'infos au quotidien pour suivre l'actu des entreprises, des secteurs. Les grands journaux nationaux comme Le Monde ou régionaux comme Ouest France ont aussi des pages économiques souvent bien fournies. Faut lire avec un œil critique, j'imagine. Bien sûr, toujours. Mais c'est utile pour prendre le pouls de l'économie au jour le jour. D'accord. Et enfin, le guide cite quelques plateformes de données plus spécifiques. Statista, pour les données de marché de consommation. IndexMindi, pour des stats comparatives entre pays. Et il y a une référence à data.gouv, en précisant que c'est le site américain. Là, petite correction, data.gouv.fr, c'est bien la plateforme française d'open data qui est très riche. Le site américain, c'est data.gov. Ah, d'accord. Bon, à savoir. Ces plateformes de données ouvertes deviennent de plus en plus importantes. L'essentiel, en fait, c'est de varier ses sources, de les croiser pour affiner son jugement. C'est vrai que ça fait beaucoup de sources possibles. C'est une richesse, mais ça peut être un défi aussi. Comment on fait le tri? Est-ce que le guide donne des astuces pour évaluer la crédibilité d'une info économique? Oui, et ce sont des réflexes assez basiques, mais qu'il est toujours bon de rappeler, surtout aujourd'hui avec la désinformation. Le guide donne 4 conseils clés. Premièrement, Toujours identifier la source. Qui parle? la base. C'est ça. Est-ce que c'est un organisme reconnu pour son expertise, son impartialité? C'est quoi sa méthode? Le b.a.-ba de l'esprit critique, exactement. Deuxièmement, vérifier les faits.
Confronter les chiffres, les affirmations avec d'autres sources. Ne pas prendre une info comme ça, directe, surtout si elle a l'air un peu trop belle ou trop surprenante. Le fact-checking, c'est essentiel. Logique. Le troisième conseil, Comparer les informations. Si une info est complètement isolée ou si elle contredit tout ce que disent les autres sources fiables, il faut se méfier. La cohérence entre différentes sources indépendantes, c'est souvent un bon signe de fiabilité. et le dernier point pour évaluer une source, Privilégier, quand c'est possible, les sources primaires et officielles, les rapports des instituts statistiques, les publications des gouvernements. En général, ces sources passent par des processus de validation assez stricts. Elles offrent une base plus solide que les interprétations ou les résumés faits par d'autres. En appliquant ces 4 principes, on améliore vraiment la qualité et la fiabilité de son analyse. identifier la source, vérifier, comparer, privilégier l'officiel. Oui, ce sont des conseils précieux. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon des stratégies et des outils présentés dans ce guide. Si on devait synthétiser les points clés à retenir de notre discussion. Je dirais d'abord que savoir identifier les secteurs en croissance, c'est vraiment une compétence clé, un outil stratégique pour l'orientation pro, mais aussi, plus largement, pour comprendre comment l'économie bouge. Mhm. Ensuite, que les méthodes pour y arriver, il faut les combiner. L'analyse des chiffres, l'observation du terrain local et le dialogue avec les acteurs économiques. Ce trio est essentiel. On a vu aussi que des secteurs comme l'éthique, la transition écologique avec les énergies renouvelables, et puis la santé et les services à la personne, ils ressortent comme particulièrement porteurs en ce moment. Même si, bien sûr, ça peut varier d'une région à l'autre. Tout à fait. Et enfin, l'importance absolument cruciale de se baser sur des sources d'informations fiables et de savoir les évaluer. C'est le socle de toute démarche sérieuse. C'est une excellente synthèse. Tout ça, ça dessine une approche qui se veut méthodique, informée, loin des intuitions, des effets de mode. Et peut-être, pour ouvrir un peu la réflexion, une dernière pensée, inspirée par tout ça, mais qui va un peu au-delà du guide. Allons-y, je suis curieux. Dans ce monde économique, complexe, mondialisé, qui accélère tout le temps, où les technologies bougent à une vitesse folle, où des défis comme le climat redessinent les priorités, la question qui se pose, c'est peut-être comment chacun de nous, au-delà des professionnels de l'orientation, comment chacun peut cultiver sa propre intelligence sectorielle. Intéressant. Comment développer cette capacité à lire les signaux, même faibles, à comprendre les dynamiques de fond, pas seulement pour mieux gérer sa carrière, mais aussi pour être un citoyen plus éclairé, mieux comprendre les grandes transformations de notre époque. Cette vigilance active sur le monde économique, ses évolutions, est-ce que ce n'est pas une compétence qui devient de plus en plus nécessaire pour tout le monde finalement ? C'est une excellente question pour terminer. Elle nous invite tous à rester curieux, critiques, attentifs au monde qui nous entoure. Merci beaucoup pour cet éclairage très riche. Merci à vous.